Bonjour, je m'appelle Daniel Choquet, je suis neurobiologiste, directeur de l'Institut interdisciplinaire de neurosciences à Bordeaux et directeur de la plateforme Bordeaux Imaging Center. C'est un grand plaisir et un très grand honneur pour moi d'être invité aujourd'hui par la FRC et mon ami Jean-Philippe Pin à vous faire une petite présentation rapide sur les nouvelles avancées technologiques, en particulier dans le domaine de l'imagerie, qui permettent de révolutionner nos connaissances sur le fonctionnement du cerveau. Le cerveau, vous connaissez tous son importance, c'est la tour de contrôle de notre corps, c'est à travers le cerveau qu'on est capable de ressentir tout notre environnement et de traduire ça en actes qui vont nous permettre, à travers des commandes motrices, d'agir sur ce même environnement. Ce cerveau en bonne santé est fascinant, malheureusement il peut aussi être malade et le coût des maladies neurologiques est extrêmement élevé. Ça représente à peu près un tiers des dépenses de santé, 7% du PIB. Pour répondre à ces défis de la connaissance, du cerveau sain et du cerveau malade, de très grands programmes sont mis en œuvre. On peut citer par exemple au niveau de l'Union européenne les projets Blue Brain, financés à hauteur d'1 milliard d'euros, ou aux États-Unis le projet de cartographie du cerveau doté de 3 milliards d'euros et bien d'autres de ces projets. Alors le cerveau, qu'est-ce que c'est? Eh bien, on sait depuis pas si longtemps, en fait, depuis à peu près une centaine d'années, que ce n'est pas comme on pensait autrefois une masse gélatineuse de tissu biologique, mais que ce cerveau est bien formé de cellules individuelles. C'est le fameux neurobiologiste espagnol Ramón y Cajal qui, il y a un peu plus d'une centaine d'années, grâce à la méthode de coloration de Golgi, donc une première méthode d'imagerie, a permis de montrer que les neurones étaient ces cellules individuelles et que le cerveau était donc formé de ces assemblées de milliards de neurones. Ces neurones, ils communiquent entre eux au niveau de zones de contact qu'on appelle des synapses et très tôt, on a reconnu que ces synapses, ces zones de contact entre neurones jouaient probablement un rôle extrêmement important. Il y a principalement deux types de synapses, des synapses excitatrices qui représentent la majorité d'entre elles, 90% d'entre elles, et les synapses inhibitrices. Dès le début, Ramón y Cajal a identifié que ces synapses étaient formées, excitatrices en particulier, étaient formées sur ces protrusions dendritiques, ces petites excroissances toutes petites, de la taille d'un vingtième de cheveux à peu près. Et il a remarqué que ces synapses étaient observées sur des formes très variées, des petites et des grandes. Et il a, dès le début, proposé que peut-être les changements d'efficacité de la transmission entre neurones pouvaient être un paramètre important du fonctionnement du cerveau. Quand on veut étudier le cerveau, on est donc obligé de travailler à plusieurs échelles. On est obligé de travailler à une échelle microscopique, pour regarder comment fonctionne une synapse, donc comme je vous l'ai dit, de la taille à peu près d'un vingtième de cheveux, un micromètre. On est obligé de regarder le réseau cérébral formé de ces connexions entre ces millions de neurones qui communiquent entre eux pour traiter l'information. Et on doit regarder aussi à un niveau macroscopique les connexions entre les différentes aires cérébrales. Donc c'est pour ça que la recherche sur le cerveau est par essence multidisciplinaire et multi-échelle. Elle se nourrit de plusieurs sciences biologiques, la biologie cellulaire, l'immunologie, la génétique, la biochimie. Et c'est grâce à l'apport de sciences très variées comme la physique, la mathématique, la chimie, l'informatique ou la médecine que les connaissances sur le cerveau peuvent avancer. Il y a un adage que j'ai fait mien, qui est un adage de Sidney Bredder, qui dit que les progrès en sciences dépendent de nouvelles techniques, de nouvelles découvertes et de nouvelles idées, sans doute dans cet ordre. Et en effet, je pense que le développement de nouvelles technologies qui permettent de faire de nouvelles observations sont un des points clés de l'avancée de nos connaissances en biologie, plus généralement, et en neurosciences tout particulièrement. Une première avancée extrêmement importante après les découvertes initiales de Ramón y Cajal ont été les capacités d'enregistrer l'activité électrique des neurones avec l'ensemble des techniques de physiologie et d'électrophysiologie. Elles ont été développées juste après-guerre
Mais une avancée particulièrement notable a eu lieu il y a une quarantaine d'années, qui est la découverte, l'invention de la technologie du patch clamp, qui a permis pour la première fois d'enregistrer l'activité de canaux individuels. Ces déflexions que vous voyez vers le bas correspondent à l'ouverture et à la fermeture de canaux membranaires déclenchés par des neurotransmetteurs, on en reparlera tout à l'heure, et c'est cette première technologie d'enregistrement électrophysiologique qui a permis pour la première fois de regarder comme ça le fonctionnement d'une molécule individuelle. Quelques années après, cette technologie a été étendue un petit peu plus pour aller étudier l'activité d'un neurone à l'intérieur d'une tranche de cerveau en généralisant cette technique du patch clamp à l'enregistrement dans des tranches de cerveau et maintenant dans des animaux vivants, même des animaux donc, se comportant, permettant de corréler l'activité neuronale au fonctionnement plus général du comportement du cerveau. Ces techniques d'électrophysiologie permettent d'avoir des connaissances importantes et sont très largement utilisées pour comprendre le fonctionnement du cerveau, mais elles présentent un inconvénient assez notable, c'est qu'on ne peut enregistrer qu'un seul neurone à la fois. Or, comme je vous l'ai dit, le cerveau est constitué de milliards de neurones et de millions de milliards de synapses, et il n'y a guère que les technologies d'imagerie qui permettent d'avoir une vision d'ensemble de ce cerveau. Et donc, ce que je vais vous montrer maintenant, c'est les différentes techniques d'imagerie qui ont été développées pour regarder d'abord de manière statique, puis de manière active, ce fonctionnement du cerveau et comment est-ce qu'on peut les coupler à des méthodes qui peuvent contrôler le fonctionnement du cerveau lui-même. Une avancée extrêmement importante dans nos capacités d'imager le cerveau a été la découverte de protéines fluorescentes. Et c'est là qu'on voit que le travail dans des disciplines extrêmement variées est tellement important pour faire avancer la science, puisque il y a une quarantaine d'années, il y a eu la découverte de cette protéine de fluorescence verte issue de la méduse, qui a donné lieu donc à un prix Nobel de chimie il y a quelques années. Et cette protéine de fluorescence verte présente un avantage absolument considérable. Elle est petite, elle est intrinsèquement fluorescente et elle permet de marquer des protéines spécifiquement pour aller regarder leur localisation, leur organisation dans les neurones jusqu'à des animaux se comportant. L'utilisation de cette protéine a été très largement développée. On peut l'obtenir maintenant de très différentes couleurs. Et elle a surtout permis de rendre vrai l'adage qu'il existe des souris vertes. Et vous voyez ici des images de ces souris qui expriment cette protéine de fluorescence verte et qui sont donc vertes. Grâce à ce marqueur fluorescent décliné sous différentes couleurs, on a à notre disposition tout un arc-en-ciel de protéines de couleurs et on peut regarder différents marqueurs de différentes qualités. Ce que vous avez ici, c'est une image de coupe de cerveau d'une souris qui s'appelle la souris arc-en-ciel, où différents types de neurones sont marqués de différentes couleurs. Et vous voyez qu'on est parfaitement capable de distinguer dans une tranche de cervelet ici, qui est une zone du cerveau à l'arrière du crâne, très importante pour le contrôle de la motricité. Vous voyez ces différents neurones marqués de différentes couleurs et on peut donc les distinguer, les regarder sur un animal vivant et donc étudier ces changements de comportement de ces neurones au cours du développement ou dans différents protocoles. Pour avoir une vision un petit peu plus intégrée et regarder comment est-ce que ces neurones maintenant sont connectés entre eux, une science qui se développe énormément est celle de la connectomique, qui a pour but d'aller regarder comment est-ce que les neurones sont connectés entre eux au niveau d'un cerveau entier. Le problème, c'est que le cerveau, c'est plein de graisse, et donc c'est globalement très peu transparent, et donc regarder à travers pour faire de l'imagerie, c'est compliqué. Une avancée importante qui a été faite ces dernières années, c'est la découverte, la mise au point des techniques de transparisation et de traçage qui permettent de rendre le cerveau transparent à l'aide de tout un ensemble de traitements chimiques et qui permettent ainsi, à partir d'un cerveau qui a été rendu en partie fluorescent, d'aller regarder à travers ce cerveau les connexions entre différentes régions et d'ainsi reconstituer les voies de connexion entre différentes régions cérébrales. Et donc, en utilisant
ces techniques de transparaisation du cerveau avec des microscopes particuliers qu'on appelle des microscopes à feuilles de lumière qui sont capables d'imager tout un cerveau entier à grande vitesse. On peut ainsi reconstituer dans un cerveau entier les voies de connexion entre différentes aires cérébrales. Et donc ce que vous avez ici, c'est un marquage de couleur où on voit très très bien des fibres de connexion et tous les neurones individuels, toutes ces petites points, à chaque fois, ce sont des neurones individuels avec toutes ces fibres de connexion qui vont permettre de nous renseigner sur comment les aires cérébrales sont connectées entre elles. Donc ça, c'est une vision du cerveau, on va dire, statique. Ce qui est important, c'est aussi de pouvoir voir le cerveau en action. Et là aussi, ces protéines fluorescentes nous rendent des très grands services, puisque en les associant avec des biosenseurs, capable de détecter différentes propriétés cellulaires, par exemple le calcium. Les variations de calcium sont un indicateur de l'activité neuronale extrêmement important. On peut exprimer ces biosenseurs qui couplent la protéine de fluorescence verte avec des senseurs de calcium. On peut les exprimer dans le cerveau pour mesurer en temps réel l'activité de neurones. En associant, et là aussi, vous voyez qu'on associe une technique de chimie avec des techniques dérivées de la physique, des techniques d'imagerie, en associant à ces senseurs des techniques d'imagerie très sophistiquées comme l'imagerie multiphotons, qui permet d'avoir une précision à l'intérieur du tissu tout à fait inégalée, on va pouvoir aller regarder l'activité des neurones dans des tranches de cerveau et même dans des animaux se comportant. En pouvant attacher des petits microscopes très très légers, ce microscope pèse à peine 2 grammes, sur la tête de petites souris. Je vous rassure tout de suite, c'est totalement indolore pour la souris de porter cet appareil. On va pouvoir regarder quelle est l'activité des neurones pendant que l'animal se comporte, ce qui va évidemment nous donner des informations considérables sur le fonctionnement du cerveau. Donc, ce que les chercheurs sont capables de faire maintenant, c'est de prendre un animal, une petite souris, qui se promène par exemple dans un labyrinthe, où on lui montre des réalités virtuelles, on lui apprend à se diriger dans ce labyrinthe, et en parallèle, on va enregistrer l'activité de tous les neurones individuels à l'aide de ces senseurs calciques. Ce que vous voyez, ce que vous avez vu ici, je vais rejouer ce film. Ce que vous avez vu ici, ce sont tous ces neurones individuels qui ont une activité qui est corrélée à l'activité d'orientation de la souris. On peut donc comprendre comme ça comment est-ce qu'un réseau de neurones va pouvoir traduire une information visuelle en une action motrice de s'orienter à l'intérieur d'un labyrinthe. Donc ça, c'est une vision assez macroscopique. Je voudrais terminer en vous parlant d'une vision très microscopique, puisque pour comprendre le fonctionnement du cerveau, il faut aussi en comprendre le fonctionnement de ces éléments très élémentaires, et en particulier les synapses. Je vous ai dit que ces synapses étaient des choses très petites, 1 micromètre, qui sont difficilement atteignables par ces techniques d'imagerie qui sont limitées par ce qu'on appelle la limite de diffraction. Cette limite de diffraction, elle nous empêche de voir des objets qui sont trop près les uns des autres, c'est ce qui est représenté ici, et donc 2 objets qui sont plus près l'un de l'autre d'un demi-micron, on ne peut normalement pas les distinguer par imagerie optique. Depuis une dizaine d'années, il y a tout un ensemble de techniques qu'on appelle des techniques d'imagerie super résolution qui ont été inventées et qui permettent de briser cette limite de diffraction et de voir l'impensable, c'est-à-dire de voir vraiment le fonctionnement intrinsèque de ces synapses au niveau de molécules individuelles. Et ça a donné lieu à un prix Nobel, il y a 6 ans, le prix Nobel, pour la découverte de toutes ces techniques de microscopie à super résolution. En voici un exemple. Ce que vous avez ici, c'est une synapse qui est vue avec une technique d'imagerie classique, limitée par la diffraction. On voit qu'on ne distingue pas très bien les détails de cette synapse, parce que, comme je vous l'ai dit, elle fait une taille qui est de l'ordre d'une fraction de cheveux. En utilisant les techniques de détection de molécules individuelles,
on va pouvoir imager toutes les molécules individuelles qui forment cette synapse et on va pouvoir reconstruire comme ça, à partir de tous ces signaux de molécules individuelles, on va pouvoir reconstruire la forme de cette synapse avec une précision inégalée qui peut atteindre facilement maintenant une dizaine de nanomètres, c'est-à-dire un centième de micron, c'est-à-dire à peu près 20 000 fois plus petit que la taille d'un cheveu. En utilisant ces technologies, vous allez voir tout de suite le gain considérable qu'on a en résolution. Ce que vous avez ici, c'est des images de synapses sur un neurone, vues avec une technique d'imagerie classique, où on image deux protéines, une protéine d'échafaudage et un récepteur, et on a du mal à distinguer ce qui se passe. Vous voyez, il y en a une qui est marquée en vert, l'autre en rouge, et en gros, on voit une synapse jaune, ça veut dire qu'on ne distingue pas très bien l'organisation de chacune d'elles. Et en passant en technique d'imagerie à super résolution, on est capable de gagner une précision considérable. Ce qu'on est capable de voir, c'est que ces protéines rouges et ces protéines vertes, elles ne sont pas au même endroit. Et donc ça nous donne des informations très importantes sur l'organisation nanoscopique de ces synapses. Et on peut regarder ça en 3 dimensions, ce qui nous donne une image particulièrement précise et donc nous renseigne sur cette nano-organisation des synapses et quelle importance ça pourrait avoir pour leur fonctionnement. Ça, c'est des images statiques. Je vous ai dit tout à l'heure que faire des images dynamiques, c'est évidemment extrêmement important sur des cellules vivantes. Et ces techniques de super résolution, en fait, on peut les utiliser sur des neurones vivants. C'est ce qu'on appelle le suivi de particules individuelles. Donc, ce que vous avez ici, ce sont des récepteurs individuels qui sont marqués avec une petite nanoparticule rouge à la surface d'un neurone qui, lui, est marqué en vert. Et quand on regarde sur un neurone vivant, ce dont on se rend compte, c'est que ces récepteurs de neurotransmetteurs, ils ne sont pas immobiles, mais ils sont en agitation permanente. Ils sont en agitation permanente à la surface des neurones et on sait maintenant que cette agitation permanente des récepteurs à la surface des neurones joue un rôle particulièrement important pour leur fonction. Alors, tout ça, c'est de l'observation. On a regardé des réseaux de neurones, on a regardé des synapses individuelles avec des récepteurs en train de se déplacer. En fait, en utilisant des variants de ces protéines fluorescentes, on est maintenant capable aussi modifier l'activité du cerveau. Et ça, c'est tout l'avènement des technologies d'optogénétique. Opto pour la lumière, génétique parce qu'on a des actuateurs qui sont codés génétiquement. Donc, ce sont par exemple ce qu'on appelle les canaux rhodopsines ou channel rhodopsines qui sont capables, en réponse à des stimulations lumineuses, d'activer des neurones ou au contraire d'inhiber des neurones. Et ça ouvre la voie vraiment à des modifications de l'activité cérébrale par la lumière. Là, on voit un neurone qui exprime une de ces channels rhodopsines et quand on l'illumine, on est capable de déclencher des patterns d'activation. Donc, vous voyez qu'en associant cette capacité d'imager les neurones à différentes échelles, à l'échelle moléculaire, à l'échelle macroscopique, avec des capacités de modifier l'activité des neurones par l'optogénétique, on est capable d'augmenter considérablement notre compréhension du fonctionnement du cerveau. Alors pour l'avenir, qu'est-ce qui nous attend? Moi, j'aime bien dire que l'avenir de l'imagerie en neurosciences est brillant, voire lumineux. On s'attend à des développements considérables pour imager dans le domaine des senseurs au voltage, pour pouvoir directement imager la propagation de l'influx nerveux dans les neurones. On assiste depuis quelques années au développement de senseurs pour les neurotransmetteurs qui permettent véritablement de mesurer l'efficacité de la transmission synaptique par imagerie, et puis tout un tas de biosenseurs pour la signalisation. En parallèle, pour contrôler l'activité du cerveau, il y a un développement considérable dans des variants d'optogénétique de canaux ioniques qui permettent vraiment de contrôler très finement l'activité neuronale.
des actuateurs optiques de signalisation qui peuvent contrôler les niveaux de calcium, les niveaux d'autres neurotransmetteurs, par exemple, et puis un ensemble de stimulateurs électro-optiques qui permettent d'enregistrer des quantités de neurones électrophysiologiquement et en même temps de les stimuler. Voilà, j'en ai fini pour cette brève présentation. J'espère que ces quelques images vous auront montré à quel point cette recherche en neurosciences et ces développements méthodologiques en imagerie sont importants. Ça s'est rendu possible en particulier grâce à vos dons. Je voudrais en profiter vraiment pour remercier ici tous les Rotariens pour leur générosité, en espérant vous avoir convaincu que à travers le financement de ces grands instruments de recherche, on va pouvoir faire avancer considérablement la recherche en neurosciences. Je vous remercie.